Bonjour à tous. Bienvenue dans l'œil du Vendée, un nouvel épisode un petit peu en décalé aujourd'hui avec un petit incident hier qui m'a obligé à annuler au dernier moment et je tiens à m'excuser, j'avais pas de connexion donc j'ai pas pu annuler, j'ai pas pu écrire de message, on était un peu bloqué et en plus donc je travaillais avec l'équipe d'Apicil sur le problème de Damien. Du coup, voilà, on avait vraiment la tête dedans depuis plusieurs heures. On était vraiment en train d'arriver à solutionner la remise en route d'un pilote, même basique, mais au moins qu'il puisse passer la nuit tranquille, sans, sans avoir à surveiller la barre et en pouvant se reposer. Donc, voilà, on était content d'arriver à ça. On a trouvé d'autres solutions aujourd'hui. Là, il a récupéré à peu près toutes les possibilités qu'il avait. C'est toujours des moments stressants. Voilà, après, Damien était absolument top et plein d'énergie. Et puis, c'est vrai que dans ce cas-là, tous les fournisseurs se mettent en route. Donc, on avait plusieurs personnes jusqu'à 22-23 heures hier au téléphone qui nous ont aidé à tout solutionner. Plus encore ce matin, on a attaqué à 7h30. Voilà. Donc, bon, je tiens à signaler que c'est une procédure normale dans ce cas-là. On a le droit d'aider le skipper en termes de technique. Moi, personnellement, je m'y connais pas mal en pilote automatique, donc je me suis permis d'aider l'équipe technique là-dessus. Et puis, de toute façon, au bout d'un certain temps, ça faisait déjà quelques heures, il faut apporter un peu des idées nouvelles, un cerveau un peu frais un peu la découverte des solutions. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est rentré en place. Excusez-moi pour hier soir, on va faire ça ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre. On a un bon nombre de sujets aujourd'hui. On va regarder la situation comme d'habitude. On va faire le routage des leaders, forcément, qui vont arriver au Cap Lewin dans quelques jours. On comparera le temps du Cap Lewin à celui d'Armel et on parlera un petit peu des conséquences que cela pourrait avoir. On regardera aussi le groupe Armel, Tripon et Alan Rora, et puis d'autres qui sont 4-5, pour une météo assez spéciale. Ça va être intéressant. Je répondrai à vos questions à partir de là, et ensuite on regardera le pointage de 22 heures si on y trouve quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti. Je me souviens comment ça marche tout ça. Hop. Donc là, on est sur la situation des leaders aujourd'hui. Donc, on peut voir, on l'a entendu, Charlie Dalin et Thomas Ruyant sont dans une situation pas hyper confortable. On voit bien hein, cette dépression qui tourne comme ça, avec une zone de vent fort hein, assez importante. Là, il faut voir qu'on a 39 nœuds fichés pour Charlie en ce moment. Avec des rafales à 57. Là, on voit bien la zone de rafale en bleu. Donc, c'est hyper fort. Selon les infos qu'on a dernièrement, normalement, les rafales, c'est presque le vent moyen parfois. Donc là, ça veut dire qu'il a probablement 50 nœuds, 45, 50, voilà, rafale 55, 57. C'est hyper fort. Forcément, c'est tendu. On voit Thomas derrière qui a un petit peu de pression aussi, mais c'est quand même moins fort. Je m'attendais quand même à ce que Charlie limite à mettre les deux pieds sur le frein pour se retrouver dans une zone un petit peu plus confortable. J'aurais imaginé qu'il essaye de se retrouver un peu dans cette zone-là. Mais bon, il a voulu passer en force. J'espère que ça fonctionnera pour lui. Forcément, c'est une prise de risque. Mais bon, comme il sent la pression des gens derrière lui, je pense qu'éventuellement, il cherche à garder un gros rythme. Après, il y a peut-être des timings, on va voir ça dans les routages, où c'est intéressant pour lui de ne pas perdre ce petit avantage. Et là, si on regarde l'état de la mer, alors je ne sais pas si vous voyez les vagues sur votre écran, mais en fait, on a, avec le vent de sud, là, on a un champ de houle dans ce sens-là. Et là, on a un vent plus ou moins nord-nord-ouest, donc on a un champ de houle dans l'autre sens, assez fort, hein, 4, 5 mètres, 5 mètres 50, là où est Charlie en ce moment. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr que pour lui c'est énorme, hein, 5 mètres 60 là. Donc, il est dans une situation difficile. On va voir après combien de temps ça
ça va durer. Le paquet de poursuivants, lui, il est derrière la dépression, en fait, qu'il aurait passé devant globalement. Donc, ils sont plutôt tranquilles. Hein. Bon, c'est fort. Hein. Tout à l'heure, je regardais. On a l'image satellite, là. En fait, on va se caler un petit peu comme ça. Alors, on va la laisser jouer une fois ou deux. Ça, on va bien voir le mouvement des masses d'air. Hein, on voit bien le front là qui avance. Si on le prend, alors je vais vous faire ça. Hop. Donc là, ça c'était il y a 5h40. On va se faire ça en bleu. On voyait la position du front ici. Hop, ça c'est le front froid. Et puis, voilà, quand on le joue, on voit bien que ce front, il avance. Et on va le mettre top, ici maintenant. Donc voilà, bon, ça ça permet de, quand on est en mer comme ça permet de suivre un peu l'évolution du front, l'orientation du front, l'évolution des nuages et tout ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites vidéos replay comme ça. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est derrière le front, vous voyez toutes ces petites cellules là. Bon, il y en a un peu partout. Hein. Ça. Enfin, il y en a toute la zone là. Ça, c'est des grains en fait. Quand ils vous disent j'ai un grain qui arrive, je prends 45 nœuds en rafale, ça monte tout noir et tout. On a vu quelques vidéos comme ça. C'est que c'est ces grains-là là, qu'on voit à l'image satellite qui leur passent dessus. Donc ça, c'est inconfortable parce que on se prend des grosses rafales sous le grain, puis après ça se calme un peu derrière. Donc il faut un peu régler le bateau. Et puis en plus, globalement, c'est stressant. Donc il faut être dessus. Hein. C'est pas simple. Voilà, donc après une situation un petit peu plus cool derrière, on verra la fin de flotte tout à l'heure. Je vous propose de regarder le routage pour le leader. Alors le routage pour le leader, il nous mène jusque dans l'est de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Et entre les deux, ici, il y a le passage du Cap Lewin, voilà, qui est un des points de référence du Vendée Globe. Et on va regarder après les temps de passage des autres éditions. Donc là, on voit bien Charlie ici dans la dépression forte qui avance avec lui. Hein. Donc à un moment, le front va plus vite que lui, donc il va passer sur lui. Donc on voit bien que dans le passage du front, avant, le vent il est comme ça, nord, nord-nord-ouest, et derrière, il est sud, ouest, ouest-sud-ouest plutôt. Donc là, il y a une grosse bascule. Et donc là-dedans, il faut faire empanner le bateau. Donc, dans beaucoup de vent et tout, avec le risque de casse, c'est toujours des moments assez stressants pour les marins. Donc on voit qu'il y a un moment, il va tomber derrière le front. De toute façon, globalement, ça a l'air plutôt inconfortable devant le front. Donc à un moment, il sera peut-être content d'être de l'autre côté, même si on sait que de l'autre côté, il y a les grains. Voilà, donc on voit la tempête qui s'éloigne. Hein, elle est plus rapide que lui. Et ensuite, il va essayer de garder son bateau dans ce petit flux là d'un nouvel enroulement qu'il y a derrière, une autre dépression beaucoup plus moins forte. Mais surtout, on voit qu'il y a une énorme zone de calme qui se crée là en ce moment voilà, derrière la dépression. Quoi. Celle-ci, non, pardon, derrière la dépression. Et là, il y a un anticyclone. Donc on voit le vent dans l'anticyclone qui tourne dans ce sens-là. Plus là, il y en a un autre. Et on voit ce cône sans vent qui va venir les gêner. Donc ça, c'est à échéance du 11, hein, donc dans 3 jours. Et on va voir qu'il est obligé de rester dans la partie sud de la zone autorisée, juste au-dessus de la porte des glaces, pour garder un tout petit peu de pression. Et passer le Cap Lewin, je crois que c'est le 12, on verra ça tout à l'heure sur Adrena, mais c'est le 12 au soir. Et ensuite, et là c'est ce que je viens de voir dans les derniers fichiers, c'est qu'en fait dans ce timing-là, et c'est peut-être ça qui joue un peu long terme, on verra, hein, c'est encore très loin, mais cette dépression, on n'a pas vraiment envie de se retrouver derrière, j'ai l'impression, parce que le vent est très très fort.
voire il y a un potentiel de se retrouver au près si on est mal placé. Mais voilà, on va revoir un peu le même scénario d'une dépression qui se crée juste au passage de Charlie, juste après le Cap Lewin. Ça, potentiellement, on peut estimer que ça soit intéressant pour lui. Est-ce qu'il a ça en tête? Je ne sais pas. C'est un peu loin quand même. Les détails doivent être un peu faiblards. Mais je pense qu'il doit être à l'affût d'une opportunité de faire le break. Donc voilà, là on voit la dépression qui l'emmène nouille, on va dire, on ne sait pas trop. Voilà, bon après, là ça commence à être loin, hein. On sait que c'est un peu de la poésie. Mais il y a des enchaînements pas très simples avec encore une période de molle derrière. Voilà, ça peut changer bien sûr, hein, ça changera d'ailleurs, c'est même sûr. Mais une situation qui s'annonce compliquée. On peut imaginer là dans cette zone-là des poursuivants se faire bloquer et devoir attendre le système de derrière et peut-être le groupe de derrière. Voilà, donc peut-être à échéance une semaine, des scénarios intéressants. On va passer sur Adrena. Donc ça, c'était plus pour voir le temps de passage au Cap Lewin. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. Donc là, on sait qu'il passe plus ou moins dans un trou de souris, hein. Il y a du vent au nord et tout ça. Il y a une zone de molle devant. Ça n'a pas l'air évident de trouver le point de passage. Il va y passer le 12 au soir. Et c'est là que je voulais vous montrer une petite comparaison avec, et là vous pouvez le faire sur la carte officielle du Vendée Globe. En fait, si vous cliquez à droite sur 2016, vous avez la position de Armel. Donc je vous la mets ici hein, pour ceux qui ont les petits écrans. Mais Armel, il est là à ce moment-là de la course. Donc c'est-à-dire là, on est à, je ne sais plus où on en est à 30 jours, 7 heures. Armel, il est déjà quasiment au milieu de l'Australie. Donc, si on compte, ils font un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours de retard. 5 jours de retard. Il faut savoir que de ce qui a été annoncé, alors, mytho ou pas, embrouille ou pas, on se rappelle de certains qui ont chargé 67 jours de bouffe. Et si je ne me trompe pas, Armel, c'est 74 jours son temps. Donc là, ils ont 74 jours ils ont 5 jours, pardon, ils ont 5 jours de retard sur 74 jours. Donc, ils seraient au même rythme pour la suite sur une base 79. Donc, il leur manquerait 12 jours de nourriture à ceux qu'on a embarqués 67. J'ose espérer qu'il y avait un peu d'intox dans l'histoire et qu'ils ont pris plus de nourriture que ça, mais ça peut devenir un vrai sujet pour la suite et je pense qu'il y en a qui ont déjà ça en tête et qui, éventuellement, commencent à rationner. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on soit sur un temps record pour ce Vendée Globe. Donc ça, c'est quand même assez éloquent parce qu'on annonçait des bateaux beaucoup plus rapides, tout ça. Mais en fait, si on regarde bien le scénario de Armel, on le voit ici, hein, c'est assez facile à identifier. Armel, on va le mettre en rouge. Il a une trajectoire quasi directe. Alors en plus, la zone des glaces était un peu plus haute. Mais il n'y a pas de gâchis. Enfin, il n'y a pas de gâchis. C'est pas qu'il a mieux navigué, c'est que les conditions météo lui permettaient de faire une route beaucoup plus droite. Pour ceux qui suivent le record Jules Verne, c'est un peu le cas pour IDEC, qui a un record dans le sud qui ressemble à ça, tout droit pendant des jours et des jours et des jours. Alors que là, nous, là, on a la trace de Charlie, mais on le voit bien, hop, empannage, on est en dents de scie tout le temps. Donc les bords sont rarement hyper rapprochants, quoi. Il y a toujours, il y a beaucoup plus de distance parcourue. Et puis on sait qu'à chaque fois, c'est manœuvre, perte de temps, manœuvre, perte de temps, transition, manœuvre, perte de temps, transition. Donc tout ça, ça fait que voilà, il y a 5 jours de retard, alors plus tout le retard accumulé depuis le départ, j'ai envie de dire, mais c'est la partie intéressante de cette édition du Vendée Globe et aussi une des raisons pour lesquelles on voit ce groupe de poursuivants où il y a des non-foilers. Donc il y en a 3, voire 4 avec VNB hein, qui est juste accroché derrière le paquet. Les distances sont grandes, mais ça peut évoluer vite. Et on a des bateaux qui arrivent à suivre parce que je pense qu'aussi devant, ils n'ont pas l'opportunité d'allonger la foulée, ils sont plutôt freinés. Et puis en plus, on sait que dans le gros temps, maintenant les foilers, ils n'y arrivent pas mieux, en tout cas. Ils sont obligés de freiner le bateau à quasiment la même vitesse qu'un non-foiler. Donc voilà, on se retrouve avec un Vendée Globe hyper intéressant. Alors c'est là où je voulais vous amener sur
le routage du groupe de l'arrière, enfin qui n'est même pas tout l'arrière, c'est le routage de l'Occitane et le routage de la fabrique. Alors, ils sont dans une situation assez, assez différente et assez, on va dire, inhabituelle. Hein, pas... En fait, ils se retrouvent, donc là, ils ont passé Bonne-Espérance, et ils se retrouvent sous l'Afrique du Sud avec, ça tourne dans le bon sens, il ne faut pas que je me trompe, une dépression ici qui est au nord de leur position. Alors qu'on avait vu pour les autres, les dépressions, elles étaient plutôt en dessous. Elles étaient plutôt là. Du coup, ça leur donnait des vents portants. Alors que là, on voit bien, sur la fabrique, il y a un vent de nord-nord-est, on va dire, ou nord-est plutôt, et en fait, il est obligé de tirer des bords de près, quoi. On les voit là, ils ont tous viré de bord, c'est normal, c'est logique, ils n'ont pas le choix, et ils sont obligés de remonter on voit bien, hein, c'est une route à 90 degrés, et donc ça va être hyper lent. Et donc, ils vont se retrouver à aller voilà, là-dedans, quasiment dans le creux de la dépression, pour aller chercher la bascule. Mais là-dedans, j'ai vu tout à l'heure, elle s'annonce quand même assez forte par moment, 28, 30 nœuds, quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà, là, un peu ici, là, faudra se méfier. Là, il y a 39 nœuds, rafale 57. C'est très puissant, donc j'imagine qu'ils vont se ralentir pour ne pas aller là-dedans, mais ça va être, c'est sûr que ça va être problématique. Et là, coup de chance, on va dire, c'est peut-être la première du Vendée pour Armel, qui a réussi à allonger la foulée. On le voit là, il est dans un vent assez léger en dessous, mais en fait, si on fait défiler, on va voir qu'il arrive à rester juste devant la dépression, le temps de passer la zone des glaces, et de toujours être pas au près, mais au mieux au travers au vent. Et voilà. Et après, il arrive à allonger la foulée avec. Donc, bon, j'espère pour lui qu'il va réussir à tenir ce rythme-là parce que ça lui donnerait un bon coup de pied vers l'avant dans les mers, dans le sud de l'océan Indien. Mais voilà. Après, j'ai regardé. Globalement, il se situe à 1800 000 et les routages le donnent toujours à 1800 000. La difficulté avec Armel, c'est que maintenant, il n'y a plus de comparaison, donc on n'arrive plus trop à savoir si le bateau est performant ou pas. On s'attendait tous à quelque chose. C'est vrai qu'il affiche des bonnes moyennes, mais là, on est pour l'instant sur un manque de comparatif. Donc ça, c'était ça, c'est un petit peu dommage pour lui, mais voilà, il va pouvoir en tout cas lâcher ce groupe avec lequel il était, avec Arnaud Boissière, Alan Roura, Stéphane Le Diraison, et peut-être être propulsé pour rejoindre Banque Populaire et tout ça un petit peu devant. Voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Je suis passé rapidement dessus, mais on aurait pu faire un petit regard sur un Jean Lecam, hein, affiché, qui est toujours dans le match. J'ai quand même noté, on va rafficher Charlie. Alors, il n'y a pas trop de différence entre Charlie et Linked Out hein, et Thomas Ruyant. Mais on peut quand même noter que le routage propose une route très très droite pour tout le groupe des non-foilers là derrière. Enfin, il n'y a pas que des non-foilers. Le groupe de derrière, pardon, les non-foilers et les foilers. Et du coup, forcément, des performances assez correctes pour eux en ligne droite, alors qu'on le voit encore une fois, les leaders doivent tricoter avec les transitions. Du coup, ça reste compliqué pour eux et ils n'arrivent pas à creuser l'écart. Et en fait, on se retrouve, on va prendre un point à peu près par là, on va dire. Et on se retrouve, alors là, je crois qu'ils ont 500 000 de retard. Et là, il y a 600 000. 600 000 de retard pour Jean Lecam à ce moment-là. Et si on revient ici, il a 480. Donc, bon, il perdrait peut-être 120 000 ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grand-chose. Ils maintiennent quand même une position de poursuivant. On se rappelle toujours, hein, Hugo Boss, qui avait 800 000 de retard au Cap Horn, avait réussi à revenir dans l'Atlantique quasiment au contact d'Armel. Voilà, donc ça, c'était la petite partie intéressante de la météo. Maintenant, je vais prendre vos questions. Alors, il y avait une première question sur la remontada de Tripon, mais on a vu ça. Alors, moi, je n'ai pas vu qu'il avait commencé. Alors, il a remonté des places, mais par rapport au leader, il n'y a pas eu de choses assez conséquentes.
Un point sur Sodebo. Est-ce qu'il rattrapera Charlie au niveau de la Nouvelle-Zélande? Voilà, ça, c'est toujours les questions là-dessus. Je n'ai pas fait les routages ultimes, mais on a vu que sur la carto de Sodebo, il allait être en approche demain des Kerguelen. Donc, si on fait ça, demain, si on se dit demain soir, les Kerguelen, Sodebo, il sera à… il ne sera pas très loin. Hein. Il sera à 900 000. Alors, il fait des journées de 900 000. Charlie doit faire des journées de 500. Alors là, ça fait 400 000 de repris par jour quasiment. Donc, vous voyez, 900 en 2-3 jours. Donc, peut-être même d'ici Halloween, Sodebo sera au niveau de Charlie. Quoi. Ce qui montre quand même la différence de potentiel de vitesse entre un ultime et un Imocar. C'est quand même autre chose. Et est-ce que Burton peut bénéficier de sa position plus sud? Alors, je l'ai routé, on va regarder ça tout de suite. Alors, pour lui, on voit que la trajectoire, elle est assez compliquée. On va la faire défiler. Alors, on voit qu'il se retrouve rapidement entre les deux dépressions. Il garde une bonne… En fait, l'angle de vent n'est pas terrible. Hein. On voit qu'il fait des empannages. Alors, on va peut-être remettre Jean pour avoir une référence. Voilà, donc là, ouais, donc… les routages font plus ou moins rejoindre le paquet du Nord, hein, qui inclut beaucoup de bateaux aujourd'hui. Hein, parce que si on prend Jean, je pense qu'on compte jusqu'à Damien. Et puis en plus, MACSF n'est pas très loin derrière. Mais Damien, Benjamin Dutreux, Boris Herman et puis Yannick Bestaven. Hein, tout ça, on voit que là, il se retrouve à quelques heures de Burton, qui a perdu beaucoup de temps, lui aussi avec des problèmes techniques. Et puis ensuite… Ensuite, voilà, ils sont un peu au portant. C'est pas très très fort derrière. Donc, est-ce que la position sera bénéfique pour lui? J'ai pas l'impression. Non. Je pense qu'il a raté le créneau. En fait, je pense que ce qu'il visait, sans problème technique, c'était de se retrouver par ici, quoi, à peu près. Et en tout cas, devant la création de la dépression. Et forcément, il a perdu beaucoup beaucoup de temps. On l'a vu dans sa trace. Il y a beaucoup de. On peut revenir sur. Alors, attendez, hop, il faut que j'efface tout ça. Tac. Hop, on voit la trace de Louis. Là, il s'est mis plusieurs fois à la cape ou en friche, je ne sais pas, pour réparer son pilote. Donc là, on voit que le temps perdu est monstrueux. Hein. On le voyait bien là. Il était sous Thomas. Et puis là, il se retrouve sous l'autre groupe. Donc, il aurait dû être quasiment voilà, plusieurs centaines de milles devant. Hein. Il a quasiment perdu 300 000. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait mal. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Et on peut regarder un petit peu les stratégies, qui avance pas. On va faire un piscile aussi. Hop. Et ça, on a dû recevoir le dernier pointage. Ouais, 20h30. Et du coup, on se cale à 20h30. Et donc, on voit que Charlie ne suit pas le routage. Il ne fait pas de la vitesse, en tout cas. Je pense qu'il n'a plus de voile d'avant. Il est sous grand voile seul. Thomas le disait, qu'il faisait ça tout à l'heure déjà. Donc, je pense que là, il est vraiment en mode tranquille. Il essaie plutôt de ralentir le bateau. Donc, voilà, il est quand même à 17 nœuds. Mais je pense qu'il doit bien calmer les choses. Parce qu'il est dans du vent fort. Thomas, 14 nœuds. Ouais, il n'est pas super rapide, mais lui, il va tomber derrière le front, ou il est en train de tomber derrière le front. Du coup, il va avoir de la manœuvre à faire. Pareil, Jean Le Cam, il pointe moins son nez vers le sud. À Piscil aussi. Il faut savoir que, en fait, là, on peut voir que peut-être que les coureurs, dans un cas comme celui-là, le routage propose cet angle-là. Et en fait, ça fait un vent à, on va dire, d'ailleurs, on doit l'avoir. Si je fais ça. Voilà, à 125 degrés. Du coup, c'est trop serré. À 125 degrés, c'est trop serré. Le bateau, il accélère trop. Du coup, il préfère faire des routes où le vent a un angle plus à 140 degrés, quoi, à peu près. Parce que c'est plus facile, on descend plus les vagues, ça force moins sur le bateau. Donc, des fois, on a du mal à jouer la stratégie long terme.
parce qu'en fait, les conditions ne permettent pas de suivre la route proposée, la route optimale. Donc ça, c'est toujours compliqué et c'est pour ça que les routages, ça reste un peu aléatoire dans ces conditions-là parce qu'il y a l'expérience et la vie du marin qui comptent énormément. C'est hyper important. Voilà, on a une petite question sur un point sur Jérémy Bayou. Bon, bah, c'est pas que je veux pas, mais bon, il est là en ce moment. Il devrait quand même dans la semaine se faire à peu près tout ce groupe-là assez rapidement. Voilà, est-ce que ces conditions vont être bonnes? On voit qu'il va pouvoir peut-être rester devant cette dépression-là quelques temps. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, que ça accélère assez vite. Ça n'a pas l'air trop mou, je pense qu'il arrivera à avancer quand même. Mais c'est forcément très loin pour lui. Les scénarios de rattrapage sont proches de l'impossible, j'ai l'impression, avec ces distances-là. Mais en tout cas, il va tout faire pour. Et puis, on ne sait jamais. Hein, on voit qu'ils ont été bloqués. On se souvient la dernière fois d'un groupe avec Yann Eliès, Jean-Pierre Dick, peut-être Jean aussi, je crois, qui s'était carrément mis à la cape une journée ou deux pour laisser passer une grosse dépression sous l'Australie. Voilà, on n'est pas à l'abri de découvrir des scénarios comme ça et d'avoir peut-être un plus gros regroupement, même si là, pour Jérémy, ça fait vraiment très très loin. C'était voilà, c'était ma présentation du jour. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour vos questions. Je relancerai ça lundi prochain, j'espère. J'espère qu'on n'aura plus de problème technique sur Apicil. En tout cas, entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Et merci de suivre et à bientôt.